Chers étudiants, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur la pharmacologie expérimentale. Durant cette présentation, vous allez voir une petite introduction sur le cycle de vie d'un médicament, c'est-à-dire toutes les étapes par lesquelles le médicament doit passer pour qu'il soit commercialisé et être disponible chez l'être humain. Ensuite, vous allez voir c'est quoi la pharmacologie expérimentale et quel est l'intérêt de cette dernière. Après, vous allez voir c'est quoi le screening pharmacologique, c'est quoi un modèle biologique expérimental et quels sont les différents modèles utilisés. Vous allez voir aussi comment appliquer les études de pharmacologie expérimentale sur ces modèles. Et je termine par une petite conclusion. Vous savez bien qu'un médicament est une substance d'origine naturelle ou synthétique qu'on utilise pour guérir ou bien pour atténuer les symptômes d'une pathologie, tout en assurant un maximum d'efficacité et une meilleure tolérance pour le patient traité. Alors, la découverte d'une nouvelle molécule à activité thérapeutique nécessite plusieurs étapes durant lesquelles cette molécule doit être étudiée sur le plan efficacité pour assurer un effet thérapeutique au maximal et sur le plan de toxicité, par exemple, pour assurer un maximum de sécurité pour le patient, c'est-à-dire un effet indésirable toléré et une toxicité minimale. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'un médicament. Donc, le cycle de vie d'un médicament comporte plusieurs étapes. Premièrement, la découverte de nouvelles molécules. Deuxièmement, la recherche préclinique. On dit préclinique parce que les essais ont été effectués sur un modèle externe non humain. Elle est représentée par la pharmacologie expérimentale et la toxicologie expérimentale. Troisièmement, la recherche clinique, durant laquelle le médicament sera testé sur l'être humain. Et dernièrement, l'autorisation de mise sur le marché, ou bien l'AMM, et la phase post-clinique. Alors, durant la première phase, on prépare les molécules candidates, environ 10 000 molécules par exemple, par synthèse chimique ou bien par extraction pour la prochaine phase. Cette phase nécessite généralement 2 à 9 ans d'études. Durant la phase préclinique, plusieurs molécules d'origine naturelle ou synthétique sont choisies, environ 10 000 molécules par exemple, pour chercher des molécules à activité pharmacologique. On dit activité pharmacologique, tous les effets thérapeutiques et les effets toxiques d'une molécule. Cette recherche peut être générale, c'est-à-dire on cherche plusieurs effets thérapeutiques sur plusieurs systèmes biologiques. Par exemple, on cherche les effets de certaines molécules sur le système digestif, le système cardiovasculaire, le système nerveux, etc. Ou bien ciblé, c'est-à-dire on cible dès le début un système ou bien une pathologie bien déterminée. Par exemple, on cherche l'activité anti-inflammatoire d'une substance. C'est ce qu'on appelle la pharmacologie expérimentale. Ensuite, on cherche les différents effets toxiques des molécules candidates par les essais de toxicité expérimentale. À la fin de cette phase, seules les molécules qui présentent un effet thérapeutique maximal avec un effet indésirable ou toxique minimal sont choisies. La durée de cette phase est généralement entre 1 et 5 ans. Après, on passe à la phase clinique, c'est-à-dire les essais du médicament sur l'être humain. Elle comporte 3 parties. La première partie a pour objectif d'étudier la tolérance d'une molécule sur l'être humain, c'est-à-dire des volontaires ou sains. La deuxième partie permet d'étudier les effets thérapeutiques de la molécule sur des patients malades. Et la troisième partie permet des études approfondies des effets thérapeutiques de la molécule sur une grande population. Généralement, la durée de cette phase est entre 5 et 7 ans. Ensuite, les molécules qui passent à travers cette phase seront commercialisées, bien sûr après avoir l'autorisation de mise sur le marché ou bien l'AMM, tout en surveillant le survenu des éventuels effets indésirables toxiques après la commercialisation. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Vous remarquez ici que pour commercialiser une seule molécule, on a besoin presque de 20 ans d'études. Maintenant, on va se concentrer sur la phase de la pharmacologie expérimentale. Alors, c'est quoi la pharmacologie expérimentale? Alors, la pharmacologie expérimentale consiste à sélectionner des molécules qui présentent une activité pharmacologique sur des modèles biologiques, par exemple sur un animal de laboratoire ou bien sur culture cellulaire.
Ces molécules sont obtenues par synthèse chimique, par biotechnologie, c'est-à-dire en utilisant par exemple une plasmide bactérienne, ou extraites à partir d'une plante, un animal, ou bien d'origine minérale. Cette étude consiste à définir l'effet principal ou l'effet thérapeutique, c'est-à-dire la dose efficace, définir le mécanisme d'action de la molécule étudiée, c'est-à-dire la mise en jeu de médiateurs ou de récepteurs, rechercher les propriétés pharmacocinétiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les paramètres pharmacocinétiques tels que la demi-vie, le volume de distribution, le rythme d'administration, l'intervalle d'administration, etc. Plusieurs étapes sont nécessaires. On commence par le screening pharmacologique afin de repérer les molécules avec intérêt thérapeutique. Ensuite, on passe à la sélection des molécules in vivo, c'est-à-dire sur les animaux de laboratoire, ou bien sur un modèle vivant, et in vitro, c'est-à-dire sur culture cellulaire ou bien modèle non vivant, approprié pour faire des études approfondies. Enfin, on analyse les résultats et on détermine la DE séquente ou bien la dose efficace séquente qui permet de donner la moitié de l'effet maximal recherché. Alors, le screening pharmacologique, c'est un criblage des molécules par des tests codifiés afin de chercher des molécules qui peuvent présenter des propriétés pharmaceutiques et des indications thérapeutiques. Il comporte deux étapes, le screening général et le screening orienté. Le screening général est défini comme une présélection systématique des molécules sur plusieurs tests physiologiques appartenant à plusieurs systèmes, par exemple le système digestif, système respiratoire, cardiovasculaire, etc. Elle présente un rendement faible, mais permet de fournir des informations sur les propriétés pharmacologiques de la molécule sur le système étudié. Concernant le screening orienté, c'est une recherche d'une ou plusieurs activités, c'est-à-dire indications définies dans un ou plusieurs domaines ou bien systèmes, à l'aide d'un ou plusieurs tests physiologiques. Par exemple, on cherche une activité anti-inflammatoire d'un dérivé stéroïdien ou bien d'un dérivé non stéroïdien. Ce type de screening est plus efficace que le premier et permet l'évaluation de l'activité des molécules préparées dans un but bien déterminé. Maintenant, quels sont les différents types de modèles utilisés pour faire le screening pharmacologique? Alors on distingue plusieurs modèles. Premièrement, le modèle in vivo ou bien le modèle animal, qui utilise un animal vivant tel que les souris et les lapins afin de tester notre molécule. Deuxièmement, le modèle in situ, qui utilise un animal sur anesthésie. Troisièmement, le modèle organe isolé, on prélève un organe tel que le corps ou bien l'intestin et on teste notre molécule sur un milieu extérieur. Quatrièmement, le modèle in vitro ou sur culture cellulaire, où on cultive quelques cellules extraites à partir d'un être vivant sur lesquelles on teste notre molécule. Cinquièmement, le modèle in silico ou bien le modèle mathématique, on utilise la modélisation et les formules mathématiques pour représenter un système. On passe au modèle biologique expérimental. Alors, c'est quoi un modèle expérimental? C'est une préparation expérimentale, un système visant à reproduire un effet pharmacologique en dehors du sujet original. Alors on distingue plusieurs modèles. Le modèle spontané, les mutants pathologiques, le modèle expérimental et le modèle négatif. Alors, le modèle spontané naturel, c'est un modèle animal qui représente naturellement des maladies identiques à des affections humaines. Par exemple, un rat diabétique. Concernant les mutants pathologiques, ou bien le modèle génétique, c'est un modèle expérimental dont on modifie le patrimoine génétique. Par exemple, par insertion d'un ADN étranger. Pour le modèle expérimental, c'est une affection construite expérimentalement par les scientifiques chez les animaux en faisant appel à des méthodes lésionnelles ou chimiques. Par exemple, en induisant une fièvre chez le lapin par injection de peptone de la viande. Le modèle négatif, c'est l'étude des éléments de résistance d'animaux insensibles aux facteurs pathologiques pour les autres espèces. Par exemple, le modèle lapin insensible à l'infection par les gonocoques.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs modèles selon leur origine. On distingue le modèle animal entier, le modèle organe isolé, le modèle culture cellulaire et le modèle in silico. Alors, le modèle animal entier est représenté par les animaux de laboratoire, parmi lesquels on distingue les glires, représentés par les rongeurs, tels que les souris et les rats, les carnivores, tels que le chien et le chat, les ongulés, tels que le porc et le cheval, et les primates, tels que le singe. Commençons par le modèle animal entier. Ce modèle peut être un animal sain, sur lequel on induit une pathologie par exemple, induction de la fièvre chez le lapin par injection de peptone de viande ou bien de levure de bière. Le modèle animal malade, ici on utilise des animaux génétiquement malades, par exemple des rats hypertendus, des souris diabétiques. Ce modèle présente beaucoup d'avantages par rapport au premier modèle car il se rapproche à la réalité physiopathologique de l'être humain. Le modèle animal éveillé, sur lequel on effectue des études des effets des psychotropes par exemple. Le modèle sur animal anesthésié, qui est utilisé généralement pour faciliter la manipulation lors des opérations délicates, mais il peut être utilisé pour évaluer les effets pharmacologiques des molécules anesthésiques. Alors, le tableau suivant représente quelques exemples de modèles animaux utilisés en pharmacologie expérimentale. Chaque modèle est choisi selon la similitude du système ciblé avec l'être humain. Par exemple, le système cardiovasculaire du rat ou du chien est similaire à celui de l'être humain. Maintenant, on passe au modèle sur organes isolés. Alors, ce modèle est un intermédiaire entre l'animal entier et la culture cellulaire. Il permet l'étude de l'effet d'une substance sur un organe isolé et d'évaluer l'aspect qualitatif et quantitatif de l'action d'un médicament. Les organes utilisés sont, par exemple, le jejunum de lapin, les lions du cobaye, l'utérus de rat garbite, fendus isolé de l'estomac de rat, etc. Ce type de modèle nécessite un appareil sophistiqué. C'est ce qu'on appelle appareil organe isolé. Cet appareil est composé d'un bain extérieur contenant de l'eau distillée, d'un thermostat afin de maintenir l'organe à température physiologique constante, similaire à celle de l'être humain, d'un bain à organe qui est une cuve en verre remplie d'une solution physiologique dans laquelle baigne l'organe isolé. Un système d'enregistrement pour enregistrer les informations de contraction ou bien de relaxation musculaire par exemple. Une solution physiologique pour maintenir l'organe en vie et permettre une meilleure survie de l'organe. Par exemple, la solution de thyroïde et la solution de Ringer. Le modèle sur culture cellulaire. Ce modèle permet d'étudier l'interaction spécifique entre le médicament et son récepteur spécifique. Ce modèle a l'avantage de limiter l'usage abusif et inutile des animaux de laboratoire et il est considéré comme une alternative de l'expérimentation animale. Maintenant, comment choisir un modèle expérimental ou bien quels sont les critères utilisés? Alors, on distingue deux critères. Premièrement, la reproductibilité, c'est-à-dire que le modèle doit avoir une certaine homogénéité sur le plan génétique, écologique et méthodologique. Deuxièmement, le modèle doit être proche à l'être humain afin de faciliter la transposition des résultats. Vous savez bien que l'organisme animal ne présente pas une similarité totale à l'être humain, ce qui rend les résultats obtenus sur l'animal plus ou moins utilisés sur l'être humain. L'expérimentation pharmacologique sur un modèle biologique peut être qualitative, c'est-à-dire on cherche seulement la présence ou l'absence d'un effet pharmacologique. Par exemple, la présence ou l'absence d'un effet anti-inflammatoire d'une molécule sans prendre en considération l'intensité de cet effet. Elle peut être aussi quantitative, et si on doit mesurer l'intensité de l'effet thérapeutique, qui peut être continu, par exemple l'effet
hypertenseur de l'adrénaline sur le chien ou bien discontinu. Par exemple, l'effet de l'adrénaline sur les battements de corps du chien. L'intérêt de l'étude quantitative est la détermination d'un paramètre spécial qu'on appelle la DE séquente ou bien la dose efficace séquente. Alors, c'est quoi la DE séquente? C'est la dose efficace qui inhibe l'apparition de 50% du symptôme de la pathologie ou bien c'est la dose qui donne la moitié de l'effet maximal d'une substance étudiée. On peut déterminer la DE séquente pour plusieurs pathologies en ciblant un effet pharmacologique. Par exemple, la détermination de la DE séquente des médicaments tels que la codéine sur la toux. Alors, la détermination de la dose efficace séquente nécessite plusieurs lots choisis précédemment selon des critères bien déterminés. Chaque lot comporte un nombre bien déterminé d'animaux de laboratoire et chaque lot reçoit une dose de médicaments étudiés selon une échelle croissante. C'est-à-dire, on commence par la dose la plus faible jusqu'à la dose la plus forte du médicament étudié. Ensuite, on trace la courbe relation entre le logarithme de la dose administrée et l'effet pharmacologique obtenu. On obtient une courbe sigmoïde qu'on utilise pour déterminer graphiquement la DE séquente. Rappelons que la DE séquente, c'est la dose nécessaire pour obtenir la moitié de l'effet maximal de la substance étudiée sur le modèle utilisé. En conclusion, la pharmacologie expérimentale permet de sélectionner des molécules qui présentent une activité pharmacodynamique et qui doivent faire l'objet par la suite des études de toxicologie expérimentale afin de vérifier la sécurité d'emploi avant les essais chez l'être humain. Et je vous remercie.